Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que les épisodes, les derniers épisodes qui sont sortis sur, par exemple, la cryptographie, vous a plu. La deuxième partie, j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, elle est beaucoup plus courte que prévu, mais j'ai voulu vraiment réduire un peu et condenser tout ça. Petit point aussi sur les prochains épisodes qui vont sortir. Je suis en retard, pour être franc avec vous, sur quasiment tous mes épisodes. Mais il y a pas de souci, c'est pas grave, on fait ça tranquillement. Voilà, là, il y a le Saviez-vous qui va sortir bien évidemment dans pas très longtemps, mais il faut que je le monte, hein, voilà, ça prend énormément de temps et en ce moment je travaille beaucoup, donc je n'ai pas vraiment le temps. Et il y a donc, bien évidemment, les épisodes sur, Mars, donc l'épisode sur Mars, hein, qui va sortir normalement dimanche et qui sera prêt et je pense que vous allez voir, il va être encore mieux que Vénus et Mercure et la Terre, hein, et c'est vraiment, des épisodes qui s'améliorent de jour en jour, enfin de semaine en semaine ou de 2 semaines en 2 semaines. Et après voilà, j'ai prévu aussi, une autre petite playlist, mais pour plus tard, hein, on va dire peut-être le mois prochain, qui va un petit peu parler de faits un peu plus intéressants ou moins connus, on va dire, et très intéressants pour moi, c'est ça que je voulais dire, et moins connus du système solaire, de l'univers. On va parler de faits un peu méconnus et un peu de technique aussi. On va changer un peu des épisodes qu'on voit un peu souvent sur YouTube. On va vraiment se concentrer sur des faits vraiment qui sont prouvés, hein, qui ont été observés. Et on fera aussi voilà, des petites recherches un peu ensemble. C'est des épisodes qui seront assez courts, mais on va se concentrer vraiment sur certaines informations précises. Et je ferai une petite série comme ça pour vous, sur toutes ces découvertes qu'on a connues depuis de 2020, on va dire, jusqu'à maintenant, quoi. Et oui, aussi, pour ceux qui adorent donc la playlist sur les WarDrive, ne vous inquiétez pas, ils sont en préparation aussi. De toute façon, comme je vous dis, je suis en retard sur tous les épisodes. C'est une période très compliquée pour moi en termes de temps. Allez, donc on va commencer de suite cet épisode sur le piratage d'activisme en ligne. On va commencer déjà par introduire ce qu'est l'activisme. Donc, définissons déjà ce qu'est l'activisme. En gros, c'est une fusion des termes hacking et activisme, hein. Donc, il désigne en gros l'utilisation de techniques de piratage informatique, hein, pour promouvoir des objectifs politiques ou sociaux. Donc les activistes, pardon, ils exploitent des vulnérabilités informatiques pour accéder à des systèmes, perturber des systèmes, des services ou divulguer même des informations sensibles dans le but de provoquer un changement ou de sensibiliser le public, par exemple. Ça peut être pour le bien et pour le mal aussi, hein. Alors, en ce qui concerne les origines et l'évolution, le hacktivisme, il trouve ses racines dans les premières cultures hackers des années 80 et 90, avec l'avènement d'internet, hein. Pour les plus anciens qui ont mon âge par exemple ou même plus, hein, vous aviez pas internet à l'époque et c'est vrai que même moi ça me fait bizarre j'ai grandi, j'avais pas internet et puis, maintenant j'ai internet. Puis on l'a sur le téléphone maintenant, c'est incroyable. Donc avec l'avènement d'internet, les méthodes et les cibles de activistes, les cibles des activistes se sont vraiment diversifiées et vraiment complexifiées même, hein. Ça va des blocages des sites web aux attaques par déni de service, hein, les DDoS comme on appelle ça, en passant par les fuites de données et je vous en passe, hein, il y en a plein d'autres. Donc il y a des groupes comme Cult ou Cult of the Dead Crow, ça se dit comme ça je pense, le CDC, et Electronic Disturbance, c'est Theater, qui ont été parmi les pionniers de ces mouvements, enfin de ce mouvement en tout cas. Alors désolé si j'ai mal prononcé le mot, hein, de ces groupes. L'important, c'est l'impact. Alors bien sûr, cet activisme, il a attiré bien sûr l'attention mondiale, hein, en raison de son potentiel à perturber des services critiques, à exposer des abus de pouvoir et même à mobiliser des mouvements de protestation en ligne, et même bien plus, hein. Et les actions des activistes, en fait, ils peuvent avoir des conséquences significatives, hein, tant positives que négatives, sur les entreprises, les gouvernements et les individus, voilà, comme toi et moi, quoi. Dans la deuxième section, on va parler un petit peu des groupes et des opérations notables. Donc tout d'abord, je pense que tout le monde connaît Anonymous, hein. C'est peut-être le groupe de l'activiste le plus connu et ce collectif qui est décentralisé, hein. Il est célèbre pour ses attaques contre des cibles variées qui va des entreprises multinationales au gouvernement en passant par les organisations religieuses, etc. etc. Les opérations d'Anonymous, comme les campagnes OP Payback et OP
OPISIS, qui vise en fait qui vise souvent d'ailleurs à défendre la liberté d'expression et à lutter contre la censure. Ensuite, on a l'USEC. Donc, l'US Security, c'est un autre groupe d'activistes qui a attiré l'attention en 2011 et il est connu pour ses attaques spectaculaires contre Sony, la CIA et le FBI. Et l'USEC, donc, il a utilisé le piratage pour exposer les vulnérabilités des systèmes informatiques et même pour divertir. L'US, en fait, c'est un terme en gros qui est dérivé de LOL, pardon, et qui signifie rire à haute voix. Voilà. Ensuite, il y a Wikileaks que tout le monde connaît aussi. Ce n'est pas un groupe d'activistes au sens traditionnel, mais il a joué quand même un rôle clé dans la diffusion d'informations sensibles qui ont été obtenues par des moyens de piratage et la publication de câbles diplomatiques et de documents militaires qui ont été classifiés. Ça a eu vraiment un impact profond sur la politique mondiale et la perception publique des gouvernements aussi. Alors en termes de stats, il y a un rapport de la société de sécurité informatique McAfee. Donc les attaques en fait activistes, elles ont représenté à peu près 25% des incidents, je vais y arriver, je suis fatigué aujourd'hui, de cybersécurité qui ont été signalés donc en 2023. Et ça souligne quand même l'importance croissante de ce phénomène dans le paysage numérique. La source, c'est McAfee Cyber Security Report 2023. Alors les techniques et les outils utilisés. Alors il y a il y en a énormément de techniques et d'outils aussi qui sont utilisés pour faire du activisme. Je ne vais pas toutes les citer bien sûr, mais si vous avez besoin de plus d'infos, on me le dit en commentaire et je me ferai plaisir à vous répondre. Tout d'abord, on a le déphasage des sites web. En gros, ça consiste à modifier l'apparence et le contenu d'un site pour afficher des messages de protestation ou de revendication. Et cette technique, elle est souvent utilisée pour attirer l'attention sur une cause vraiment particulière. Après, il y a les attaques par déni de service, donc les DDoS, qui visent en fait à rendre un service en ligne indisponible en le submergeant de trafic. Et les activistes, en fait, ils utilisent cette technique pour perturber les opérations de leurs cibles et attirer l'attention sur leurs revendications. Ensuite, on a les fuites de données, les data leaks, comme on appelle ça. Les activistes, en fait, ils accèdent à des systèmes informatiques pour extraire et publier des informations sensibles. Et ces fuites, elles peuvent révéler des abus de pouvoir, des corruptions, des pratiques éthiques douteuses et qui incitent ainsi le public et les autorités à agir. Et grâce à eux, moi, je me permets de récupérer ces documents déclassifiés et de vous les transmettre à vous, cher public. En termes de stats officiels, en 2023, il y a environ 40% des attaques DDoS qui ont été motivées par des raisons politiques ou sociales. Et selon un rapport de l'Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l'information, donc l'ENISA, en gros, oui, c'est selon le rapport de l'Agence européenne. Je vais y arriver. Je suis fatigué aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. La source, c'est donc l'ENISA Threat Landscape Report 2023. Allez, pour la quatrième section, on va parler maintenant des défis et des perspectives futures. Donc déjà, en ce qui concerne les défis pour les autorités, elles sont énormes. Parce que le activisme, en fait, il pose quand même des défis uniques pour les forces de l'ordre et puis les autorités régulatrices. Et la nature décentralisée, elle est souvent anonyme, des groupes activistes, et ça rend donc leur identification et leur poursuite difficile et vraiment même quasiment impossible. Et de plus, d'ailleurs, les motivations politiques et sociales des activistes, ils compliquent les efforts de répression, parce que leurs actions, elles peuvent bénéficier d'un soutien d'un soutien public. Oui, des fois, ils le font pour le bien aussi, quoi. Alors, en ce qui concerne l'éthique et la légalité, l'activisme, en fait, il soulève des questions éthiques complexes, bien qu'il y a certaines actions qui puissent être vues comme justifiées par des causes nobles, eh bien, elles restent quand même illégales, malheureusement, et elles peuvent avoir des conséquences imprévues. Alors ça, je pense que c'est dû au fait de ne pas pouvoir prévoir un peu ce que vont faire ces activistes, et ça peut créer des problèmes de sécurité, donc il faut faire attention, même si l'action est bonne. Donc le débat sur la légitimité du activisme continue effectivement de diviser l'opinion publique et puis les experts en sécurité. Mais je pense qu'il va falloir peut-être un petit peu plus encadrer tout ça, quoi. Ça serait cool. Allez, parlons de l'évolution des techniques, parce que
à mesure que les technologies elles évoluent, les activistes ils développent des nouvelles techniques pour contourner les mesures de sécurité. Il y a l'IA aussi qui est en train d'émerger de plus en plus. Donc il y a la blockchain aussi. Il y a d'autres technologies émergentes qui vont encore évoluer et même qui vont même apparaître. Et ça va offrir des nouvelles opportunités pour l'activisme forcément, mais aussi des nouveaux défis pour la sécurité. En termes de stats, il y a un rapport de l'Institut Ponemon de 2023 qui indique que les entreprises elles dépensent environ 12 millions de dollars par an pour se protéger contre les cyberattaques, et y compris celles menées par les activistes. La source c'est Ponemon Institute Cyber Security Report 2023. Pour la 5e section, on va parler un petit peu de 2 exemples de cas concrets et d'anecdotes historiques, et puis une anecdote historique. Et donc encore une fois, je me répète, même si je suis un peu chiant là-dessus, mais si vous voulez un peu plus de contenu, vous me le dites en commentaire. Premier exemple, on a l'opération Payback. Donc l'opération Payback a été menée par Anonymous en 2010 et ça visait les entreprises de paiement en ligne comme PayPal, Mastercard et Visa. Et ces entreprises, elles avaient suspendu donc les services de dons à Wikileaks après la publication de câbles diplomatiques américains. Et les attaques DDoS d'Anonymous, elles ont temporairement mis hors service les sites web de ces entreprises. Et ça a attiré l'attention mondiale sur la question de la liberté d'information. Après, le deuxième exemple, c'est l'HB Gary Fédéral, donc en 2011, peut-être moins connu celui-ci. Anonymous, en fait, il a attaqué la société de la sécurité HB Gary Fédéral, après que son PDG, il a affirmé avoir infiltré le groupe. Donc Anonymous, il a publié des milliers de courriers internes de l'entreprise, et ça a révélé des pratiques douteuses, et ça a exposé même la vulnérabilité des prétendus experts en sécurité. Et l'anecdote historique, c'est le The Legend et Doom of Master of Deception. Peut-être que vous ne le connaissez pas pour les plus jeunes. Dans les années 80 et 90, il y a 2 groupes de hackers, donc The Legend of Doom, je vais y arriver, et Master of Deception, qui se sont livrés donc à une guerre de piratage célèbre. Et bien que leur motivation ne soit pas purement politique, ces groupes ils ont posé les bases du activisme moderne en explorant les limites de la sécurité informatique et en défiant les autorités. Donc vous voyez, c'est quand même hyper intéressant tout ça, parce que depuis que Internet existe et que les ordinateurs existent, il y a toujours eu des activistes, il y a toujours eu ça, des pirates, il y a toujours eu ça. Ça a toujours existé. Donc dans cet épisode, un petit peu, on a vu en gros, brièvement, que l'activisme, en fait, c'est une forme de protestation qui est unique, qui utilise le piratage informatique pour promouvoir des causes politiques et sociales. Les groupes d'activistes et leurs techniques et leurs actions, elles ont un impact significatif sur la sécurité numérique et la société dans son ensemble. Mais ils peuvent aussi en avoir un impact mauvais, en fonction des idées qu'ils ont, quoi. Donc la réflexion finale qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que le activisme continuera de jouer un rôle important dans le paysage numérique ? Il va évoluer avec les technologies et va s'adapter aux nouvelles réalités politiques et sociales. La compréhension et la gestion de ce phénomène, il nécessite donc une vigilance constante et une réflexion éthique approfondie. Et on se pose des questions donc justement sur le fameux côté éthique ou pas, quoi. Est-ce que c'est bien qu'il y ait des activistes qui sont un peu dans le camp du bien et qui dévoilent en fait que en gros on est observé par notre gouvernement ou par des organisations privées ou même par Google, enfin par d'autres. Voilà, j'aimerais bien avoir plus d'informations là-dessus, quoi. C'est pas assez transparent selon moi. C'est mon avis, mais selon moi, il n'y a pas assez de transparence, même si on vous dit, vous voyez dans la charte, vous allez dans les détails, là, puis vous lisez tout leur paragraphe, là, ça fait 100 pages, et puis au final, tu n'as rien compris. Bref, ça manque de transparence, effectivement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis qu'il vous fera un peu réfléchir. Si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, ce sera Le Saviez-vous, normalement, que vous allez recevoir juste après celui-ci. Très bonne journée à vous, très belle soirée à vous, prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao, ciao.